Conseil de lecture sur cette question qui est assez transversale. Vous pouvez lire le manuel de droit administratif de Pierre Tiffin. J'ai mis le lien direct. C'est la deuxième partie, chapitre 1, section 4, chapitre donc 1, source de la légalité administrative, section 3, la loi, à la revue générale du droit. Vous suivez le lien et ça vous amène à son cours. Et évidemment, comme toutes les parties de ce manuel, c'est très bien fait, très complet. Il y a tous les arrêts de principe. Et comme je dis, c'est très transversal parce qu'on va retrouver la bonne, on va retrouver Jamar, on va retrouver beaucoup d'éléments qu'on a déjà croisés au premier semestre et qui concernent l'exercice des compétences. Parce que la question qui se pose, évidemment, quand on évoque la loi dans un cours de droit administratif, c'est le rapport entre la loi et l'autorité administrative. Et le rapport entre la loi et l'autorité administrative, mais aussi, puisque le droit administratif est une matière extrêmement prétorienne, le rapport entre la loi et le juge administratif. C'est un petit peu cette question qui est centrale quand on étudie le droit administratif, évidemment à travers le juge administratif, qui n'est pas exempt de nombreuses critiques en ce moment. On pourra revenir, peut-être faire des séances spéciales Covid, mais pour le moment, on va rester sur notre programme habituel. Parce que le juge administratif a construit sa jurisprudence sur le respect dû à la loi. Alors, je vous avoue que j'écrivais cette phrase et je me suis dit, je vais juste ouvrir le cours et puis je vais trouver 50 000 exemples d'arrêts dans lequel le juge administratif dit c'est le législateur qui décide, je ne fais qu'appliquer. J'ai cru trouver la phrase explicitement dans Canal de Gignac, je n'y ai pas trouvé. Alors je suis allé voir mon peur, je n'y ai pas trouvé. Donc les choses sont peut-être moins explicitement dites que je ne le pensais. En tout cas, il faudrait que je recherche quelques arrêts très illustratifs de cette idée. Mais on le trouve, et vous-même, même si vous n'avez pas réussi, si quelqu'un a une idée, qu'il le dise dans le chat en direct, comme ça je peux le citer, enfin citer l'idée, la citer. Mais on le croise très souvent quand on étudie les arrêts, quand on les lit, que c'est le législateur qui détermine bien la qualité de personne morale de droit public ou de droit privé, l'appartenance au domaine public ou au domaine privé, la qualité d'établissement public, la qualification du contrat, d'administratif ou de droit privé. Bref, c'est évidemment le législateur qui décide et le juge administratif lui est soumis. Alors évidemment, il y a des exceptions, parfois même le juge contra legem, c'est-à-dire contre la loi, pour des questions extrêmement ponctuelles, mais disons que ce qui irrigue le droit administratif français, c'est, ça n'étonnera personne, le respect dû à la loi. D'autant que le juge administratif a développé sa jurisprudence à une époque où il n'existait pas de contrôle de la loi. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'émergence du droit administratif et de son développement. On peut dire que la pleine maturité, le plein développement du droit administratif français se fait sous la Troisième République. Ma connexion Internet est instable. Est-ce qu'il y a eu des coupures? Mon écran m'a dit que... il y a eu des coupures. Une petite coupure. J'en suis désolé. C'est un petit peu gênant. Pas très long. Bon, alors tant mieux. Mais n'hésitez pas à me dire si ça coupe. Donc, comme je disais, le droit administratif s'est construit sous la Troisième République, essentiellement, ses grands principes, et à une époque où la loi, expression de l'intérêt général, pour reprendre une terminologie et le titre d'un livre de Raymond Carré de Malberg, est au centre, hein, évidemment, de la hiérarchie des normes et dans lequel le législateur n'a aucun supérieur, pour le dire de manière un peu simpliste. Il n'y a pas de constitution, enfin de disposition substantielle dans la Constitution, on le sait suffisamment, les 3 lois constitutionnelles de 1875 ne portent contenu
aucun contenu sur la protection des droits et libertés, mais se contente de régler des questions de compétences. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si elle est au pinacle de l'ordre juridique français, n'est pas un texte de droit positif, etc. Donc, on l'a déjà vu avec la Constitution, source de la légalité administrative, le législateur n'a pas à l'époque de contrôleur, il n'existe pas de cour constitutionnelle, il n'existe aucun moyen de contrôler, le droit international n'est pas une source de la légalité administrative, n'est pas un moyen de contrôle du législateur. Donc, la jurisprudence administrative s'est construite sur cette idée que le législateur ne peut faire l'objet d'un contrôle. On l'a vu, et on verra, pardon, par exemple, que le Conseil d'État, lorsqu'il engage la responsabilité sans faute de l'État du fait de la loi, il existe une responsabilité de l'État du fait des lois, une responsabilité sans faute, eh bien, il examine toujours la question de savoir si le législateur a entendu exclure toute indemnisation. C'est l'exemple de l'arrêt Société des produits laitiers La Fleurette, et on sera bientôt en responsabilité administrative. C'est un joli domaine que la responsabilité administrative. C'est des jolis arrêts que ceux qui portent le nom bucolique de La Fleurette. Et quand on verra cet arrêt du 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette, sur lequel je clique et que vous voyez s'afficher à la Revue générale du droit, nous verrons que le Conseil d'État, dans cet arrêt, va d'abord chercher l'intention du législateur. Est-ce que le législateur a entendu exclure toute indemnisation? Je vous en parle, mais on en parlera de manière plus approfondie plus tard. Il s'agissait d'un cas dans lequel le législateur avait interdit la production d'un certain substitut à la crème qui s'appelait la Gradine, c'est pas très beau comme nom, et la seule société productrice de Gradine, la société donc des produits laitiers La Fleurette, demandait indemnisation. Le Conseil d'État examine si le législateur a exclu toute indemnisation. Voilà. Bon, c'est l'exemple d'un arrêt qui cite la position du législateur. À défaut d'autres décisions, mais nous reverrons cette décision La Fleurette. Mais par ailleurs, on le sait, le Conseil d'État a refuse toujours, mais cette fois c'est en application de la Constitution et de la compétence d'attribution du Conseil constitutionnel en application des articles 61 et 61-1 de la Constitution. Là encore, je me répète avec la leçon sur les sources constitutionnelles, mais le Conseil d'État a refusé, dans l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936, d'exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Et quant au contrôle de conventionnalité de la loi, on le sait que ce n'est qu'après des atermoiements considérables, à partir de 1968, la jurisprudence des semoules, que le Conseil d'État je vais répondre à votre question sur la QPC, que le Conseil d'État a accepté d'exercer un contrôle de conventionnalité de la loi, et encore, on le sait, en étant extrêmement réservé sur l'étendue que l'on peut donner à l'invocabilité de la norme internationale à travers l'arrêt Gisti de 2012, dans lequel le Conseil d'État conserve un grand contrôle sur la question de l'invocabilité de la norme internationale et donc du fait qu'il puisse ou non écarter la loi qui serait contraire à une norme. Alors, pour répondre à la question qui me posait concernant l'arrêt, j'imagine que vous parlez de l'arrêt Arrighi, est-ce qu'il est toujours valable? Oui, il est toujours valable, en ce sens que le Conseil d'État n'est pas un plein juge de la constitutionnalité de la loi dans le cadre de la QPC. Évidemment, le Conseil d'État, désormais, à travers les articles qu'on a cités, qu'on connaît, article 23-1 et suivant de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, à travers l'article 61-1 de la Constitution, a évidemment pour rôle, soit directement saisi, c'est le 23-4, soit à travers une question qui lui est remontée par un juge du fond, c'est le 23-2 et suivant de l'ordonnance,
est chargé de connaître la question de la constitutionnalité de la loi. Mais le juge administratif ne peut en aucun cas lui-même prononcer l'inconstitutionnalité d'une disposition législative. Le juge peut prononcer, si on peut le dire ainsi, la constitutionnalité, en tout cas considérer que la question qui lui est posée n'est pas sérieuse au sens des dispositions sur le filtre et qu'elle ne mérite donc pas d'être soumise au Conseil constitutionnel, ce qui en principe ferme la voie à la QPC, sauf à ce que le même texte soit utilisé devant le juge administratif et le juge judiciaire, ce qui peut arriver, puisqu'on a vu que, par exemple, en matière d'assurance, en matière de responsabilité, le Code civil ou le Code des assurances ou d'autres dispositions pouvaient être utilisées devant l'un ou l'autre des juges. Mais ce sont quand même des hypothèses assez rares. Donc, le Conseil d'État a effectivement un rôle de contrôle de constitutionnalité de la loi, mais pourrait appeler contrôle relatif ou incomplet, dans le sens où il ne peut que prononcer la constitutionnalité ou fermer la voie à la contestation, mais en aucun cas déclarer une disposition contraire à la Constitution. Voilà. Donc, en ce sens, le Conseil d'État n'a pas remis en cause sa jurisprudence Arrighi. Alors, est-ce que l'arrêt est toujours valable, entre guillemets, l'arrêt Arrighi? Est-ce qu'il est même utile encore, puisqu'il y a désormais compétence d'attribution au Conseil constitutionnel, l'article 61? C'est une vaste question. On pourrait considérer qu'il reste utile dans le sens où la compétence d'attribution du Conseil constitutionnel, l'article 61, n'est une compétence d'attribution que si le juge administratif l'accepte. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait, le juge administratif, considérer que le Conseil constitutionnel a certes une compétence d'attribution à l'article 61-1, mais qui n'exclut aucunement une compétence de contrôle de constitutionnalité de la loi, sur le fondement de la compétence propre du juge administratif qui doit exercer le contrôle de la légalité administrative au besoin en écartant une disposition législative contraire à la Constitution. Et ce ne serait pas absolument choquant dans l'idée. C'est contraire à la tradition, mais ce ne serait pas absolument choquant que le juge administratif puisse décider cela. C'est-à-dire l'article 61 de la Constitution ne le prive absolument pas de sa compétence. D'autant que, vous l'avez noté, c'est le sens en quelque sorte de votre question, d'autant que l'arrêt Arrighi porte sur un contrôle de constitutionnalité ex post ou a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi est vraiment une loi, qu'elle est entrée en vigueur. Donc, alors pour refermer toutes les portes que j'ai ouvertes, je répondrai que non, l'arrêt Arrighi n'est pas remis en cause par la QPC, pour répondre simplement, parce que la QPC ne porte pas sur un contrôle complet de constitutionnalité, mais simplement ce qu'on pourrait appeler un contrôle de compatibilité, le Conseil d'État n'ayant que la capacité de renvoyer la question de la constitutionnalité ou de l'écarter. Je ne sais pas si j'ai été complet ou clair. N'hésitez pas à exercer votre droit de suite, comme les journalistes le font traditionnellement désormais, et à me poser des questions suivies. La théorie de la loi écran. J'en profite. La théorie de la loi écran, il me semble qu'on l'avait évoquée, j'espère, qu'on l'avait évoquée pendant le cours sur les sources constitutionnelles, mais c'est vrai que votre question me fait poindre en moi un doute. Alors, pour écarter ce doute, la théorie de la loi écran est une théorie selon laquelle la loi, lorsqu'elle contient des dispositions, je vais le dire différemment, la théorie de la loi écran est une théorie selon laquelle il est impossible d'exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Imaginez, et là j'ai un peu de mal à dessiner, je sais qu'il y a une option pour dessiner, pour avoir un tableau blanc, mais déjà là vous voyez bien Société des produits laitiers La Fleurette, Arrighi et Nicolo que je vous ai montré, vous voyez mon écran.
Donc, je ne vais rien modifier pour le moment. Je pourrais vous le dessiner, mais imaginez donc vous savez, la hiérarchie des normes ou la maison, ou, comme je fais un dessin simple, 3 traits. Le trait du haut, c'est la Constitution, le trait du milieu, c'est la loi, et puis le trait du bas, c'est le... Eh bien, lorsque un justiciable, pour reprendre l'habitude, vous l'imaginez tout à fait, le petit justiciable que je dessine avec une petite tête ronde, deux bras, deux jambes, veut contester la légalité d'un acte administratif individuel ou réglementaire, il va être tenté de mettre en cause un acte de l'exécutif, un acte de réglementaire, et il va invoquer toutes les normes de rang supérieur qui permettrait de remettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. Bien. Imaginez donc, par exemple, que vous avez demandé une bourse d'études. Cet exemple est plutôt pratique. Vous demandez une bourse d'études et une décision administrative individuelle du ministère français de l'enseignement supérieur ou de l'université franco-allemande répond que vous n'avez pas le droit à la bourse d'études que vous avez demandée en raison du fait que vous êtes de nationalité française. Alors, vous trouvez ça très bizarre, vous allez voir l'acte réglementaire, c'est une simple hypothèse, l'acte réglementaire indique en effet que quand on étudie en Allemagne, on a droit à une bourse d'études quand on est de nationalité allemande, mais pas de nationalité française. Vous trouvez ça contraire à la fois à la Grundgesetz et à la Constitution française. Par hypothèse, vous allez contester les choses devant un juge administratif français et vous allez invoquer quoi? Vous allez dire ce règlement me semble contraire à la Constitution française parce qu'elle est attentatoire au principe d'égalité qui est porté par l'article 3 de la Constitution, l'article 1er aussi d'une certaine manière, et aussi par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'administration en défense va aller chercher une loi. Et cette loi indique que eh bien, seuls les étudiants français ont droit à une bourse d'études lorsqu'ils sont sur le territoire français, et les étudiants allemands, on ne les évoque pas, puisque c'est une loi française, elle va dire que les étudiants français ont droit à une bourse d'études quand ils sont sur le territoire français, mais pas quand ils sont sur un territoire étranger, par hypothèse. C'est encore un exemple que je construis. Vous allez trouver ça très choquant, vous allez trouver que c'est contraire à la Constitution, mais la loi fait écran, c'est-à-dire que le juge administratif arrête son examen à la loi sans effectuer d'examen de constitutionnalité de la loi. C'est pour ça que la loi, on dit qu'elle fait écran, elle retient en quelque sorte les rayons, imaginez les rayons solaires de la Constitution dans toute la splendeur de ses principes, et la loi sombre porte une ombre sur vous et vous empêche de bénéficier de ce principe. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État, le juge administratif d'une manière générale, applique cette théorie de la loi écran et refuse d'exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Alors, il n'y avait aucun moyen de contourner cet écran législatif qui existe par la grâce de la soumission, de la traditionnelle soumission du juge administratif à la loi, expression de la volonté générale, si je peux me répéter, et je me répète. Et désormais, la QPC permet effectivement de remettre en cause cet écran, de le percer de trous en disant cette disposition spécifique de la loi est contraire à la Constitution, je pose une question de constitutionnalité au Conseil d'État. Alors, ça ne nous met pas qui fera monter la QPC au Conseil constitutionnel éventuellement. Évidemment, cela ne nous met pas à l'abri d'obtenir une réponse sèche et non justifiée du Conseil d'État qui considérerait que la disposition n'encourt aucune critique de constitutionnalité. Mais au moins peut-il poser la question et au moins le fait-il. Voilà ce qu'est la théorie. Je continue. Donc, comme on l'a vu, et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Donc, comme on l'a vu, la Société des produits laitiers La Fleurette, dans lequel le Conseil d'État porte son appréciation, enfin se soumet à l'appréciation de législateur sur la question de savoir s'il doit indemniser les victimes d'une disposition législative.
Dans l'arrêt Arrighi, le Conseil d'État se refuse à exercer un contrôle de constitutionnalité de la loi. Et dans l'arrêt Niccolo, c'est seulement au bout de 30 ans que le Conseil d'État accepte d'exercer un contrôle de conventionnalité de la loi, y compris lorsque la loi est postérieure au traité. Alors, il me semble qu'on peut aborder rapidement la question de la loi, source de la légalité administrative, en 3 temps, rapidement, en évoquant le domaine de la loi, le contenu de la loi et le contrôle de la loi. C'est pour avoir quelques éléments de rappel, mais ce seront surtout des renvois parce qu'on le sait déjà à peu près tout là-dessus. D'abord, le domaine de la loi, c'est une question évidemment qui peut être envisagée dans un double aspect, parce que quand on détermine le domaine de la loi, on détermine le domaine du règlement. C'est la correspondance ou en quelque sorte la théorie des vases communicants entre les articles 34 et 37 de la Constitution. Tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève en principe du domaine du règlement. Et d'ailleurs, vous le savez, l'article 37 pose le principe de la compétence générale du pouvoir exécutif en dehors des domaines qui appartiennent au pouvoir législatif. On a évoqué, là encore, dans la leçon sur les sources constitutionnelles du droit administratif, cette question de la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif. Je n'y reviendrai pas, ça fait partie de votre première année et ça fait partie de la leçon sur les sources constitutionnelles. Évidemment, vous pouvez poser des questions et on peut compléter. Dans le cours de Pierre Tiffin, il y a pas mal de choses aussi sur la répartition, enfin dans le manuel, ce n'est pas un cours justement, sur la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir réglementaire. Je vous rappelle également, c'est un simple rappel, mais il faut que vous le gardiez à l'esprit, que le pouvoir réglementaire autonome a existé avant que la Constitution de 1958 ne le consacre par son article 37. C'est le cas principalement, du pouvoir de police administrative générale appartenant à l'époque au président de la République, aujourd'hui au Premier ministre. Alors c'était à l'époque en application de l'arrêt Labonne du 8 août 1917. On en a parlé au premier semestre lorsque l'on parlait de la police administrative. Et vous savez que donc, le Premier ministre est là, l'autorité de police administrative générale sur l'ensemble des territoires. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que la loi du 23 mars 2020 ne consacre le ministre de la Santé quasiment comme autorité administrative unique en France. Enfin, je force le trait, je referme cette parenthèse inopportune. Et donc, l'arrêt Labonne consacrait le pouvoir réglementaire autonome en matière de police administrative générale. Il y a des arrêts que je ne cite jamais parce qu'ils ne sont pas absolument indispensables, mais qui consacrent de la même manière, sous l'empire de la 4e République et de la 5e République. Pour la 5e République, c'est un arrêt, j'en ai oublié le nom, de 1975, que je pourrais vous citer peut-être avant la fin de la leçon s'il me revient à l'esprit, mais il n'est pas indispensable, qui consacre, sur le fondement des articles 34 et 37, en réalité, ce même pouvoir de police administrative générale. Donc, je suis en train de vous dire en même temps que l'arrêt Labonne a toujours cours et en même temps qu'il n'a plus cours, puisqu'il n'y a plus besoin de fondement jurisprudentiel, puisqu'il y a désormais un fondement constitutionnel, puisque la police administrative générale n'appartient pas au législateur, elle appartient au pouvoir réglementaire, CQFD, puisqu'on a vu que tout ce qui n'appartenait pas au législateur, en application de l'article 37, appartenait au réglementaire. Et puis, on a vu aussi au premier semestre que les ministres disposent d'un pouvoir réglementaire autonome en tant que chef de service et pour l'organisation de leur propre service. C'est l'arrêt Jamard, donc, du 7 février 1936. Vous avez dans le cours le lien avec ces arrêts qui sont en plein texte et parfois les commentaires, voire les notes de jurisprudence d'époque en lien dans la revue générale du droit. Voilà pour la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire. Nous pourrions encore faire la liste des dispositions constitutionnelles donnant compétence au législateur, mais on les a vues dans les sources constitutionnelles, là encore. Vous savez qu'il n'y a pas que 34, 37. Juste pour vous le rappeler et pour vous faire un petit entraînement mnémotechnique,
Il y a l'article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités territoriales dans le cadre des lois qui les réglementent. Il y a l'égalité homme-femme à laquelle il ne peut, enfin, qui est une dérogation au principe général d'égalité qui ne peut être que porté par une loi en application de l'article 3 de la Constitution. Il y a la participation du public qui ne peut être encadrée que par le législateur en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, etc. Nous avons vu ces éléments dans donc la leçon sur les sources constitutionnelles. Le deuxième point que je voudrais évoquer à propos de la loi, source de la légalité administrative, c'est le contenu de la loi. Et c'est une question qu'on a abordée dans l'introduction générale des A2, leçon numéro 1, les considérations générales concernant ce qu'est le droit administratif, ce que sont les sources de la légalité administrative. Et vous vous souvenez qu'on avait évoqué cette question qui est parfois gênante, qui est assez troublante. Qu'est-ce que le droit administratif finalement? On sait que le juge administratif est très attaché à la liaison de la compétence et du fond. Pour le dire autrement, le juge administratif appliquera en principe le droit administratif. C'est ce que l'on peut tirer assez simplement de l'arrêt Blanco. Mais qu'est-ce que le droit administratif? C'est la question que je posais. Lorsque le juge administratif, par exemple, engage la responsabilité décennale du constructeur sur la base des dispositions du Code civil. Qu'est-ce que le droit administratif lorsque les règles de prescription ont les mêmes sources devant le juge judiciaire et devant le juge administratif? Bref, qu'est-ce qui fait d'une loi une loi entre guillemets administrative, comme on aurait dit au XIXe siècle? En réalité, pour l'essentiel, les choses sont assez simples à distinguer. Le Code général des collectivités territoriales va porter sur des matières appliquées par le juge administratif et le Code des assurances sera appliqué devant le juge judiciaire. Et il y a une forme de distinction assez simple à saisir. Mais évidemment, les distinctions portent des exceptions et les compartiments ne sont pas totalement étanches. Pour ne prendre qu'un exemple qui me vient à l'esprit, alors même que je vous en parle à propos du Code général des collectivités territoriales, eh bien celui-ci rappelle qu'en matière d'achat et de vente d'immeubles, ce sont les règles du Code civil qui s'appliquent. On parle des immeubles appartenant aux personnes morales de droit public, collectivités territoriales en particulier, évidemment. Et donc, le CGCT renvoie au Code civil pour la gestion des affaires de l'administration lorsqu'il s'agit de pures questions de propriété. Nous avions vu, et je n'y reviendrai pas non plus beaucoup, que de manière ponctuelle, le juge administratif accepte d'appliquer des textes qui, en principe, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ça a été le cas avec l'arrêt Société Millon et Marais du 3 novembre 1997, déjà cité dans la leçon DA2 numéro 1. Et puis, c'est aussi le cas en matière de droit des clauses abusives, Société des eaux du Nord du 11 juillet 2001, que je vous avais exposé à ce moment-là. Je vous demande de vous le remémorer simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, un troisième point, je vous avais dit, ça ira assez vite. J'essaie un peu d'enrichir le cours sur ce point-là, être un peu moins expéditif, mais il me semble que c'est une approche très transversale qui ne fait que répéter des éléments que vous connaissez déjà. Le contrôle de la loi, c'est le troisième point, se pose des questions, évidemment, que nous avons déjà largement vues à propos de la conventionnalité de la loi, de la constitutionnalité de la loi et justement de l'arrêt Arrighi que nous avons réévoqué avec la théorie de l'écran législatif. Il y a un point que nous n'avons pas vu cependant, on pourrait dire en revanche, dans les autres parties du cours, et donc il nécessite qu'on s'y arrête un instant. Je l'ai évoqué rapidement, il me semble, à l'oral lors des leçons précédentes. C'est le contrôle, justement, la possibilité de contrôle sur le pouvoir réglementaire autonome.
En 1958, le pouvoir réglementaire autonome est une chose tout à fait nouvelle. Et la question s'est posée pendant un an de savoir si le juge administratif continuerait à pouvoir contrôler ce pouvoir réglementaire autonome ou s'il changeait en quelque sorte de nature. Le caractère autonome du pouvoir réglementaire change-t-il la nature ou le rang dans les hiérarchies normatives de ces règlements qui ne sont pas soumis à la condition d'une intervention préalable du législateur? En quelque sorte, l'idée, ce serait que le règlement qui n'est plus sous la bannière ou sous le rang hiérarchique ou la couche de la loi remonterait au niveau de la loi. Et donc, il y aurait une hiérarchie normative loi, règlement, acte administratif individuel, et une hiérarchie normative règlement, acte administratif individuel. Ce qui signifierait, c'était les craintes qui étaient nourries à l'époque, que le juge administratif ne pourrait plus contrôler le pouvoir réglementaire autonome parce que le règlement autonome remonterait au niveau de la loi. La réponse a été rapidement apportée par le Conseil d'État. La réponse est non. Le pouvoir réglementaire autonome ne signifie pas que le règlement autonome puisse échapper au contrôle du juge administratif. C'est ce que l'on découvre dans un arrêt du Conseil d'État du 26 juin 1959, syndicat général des ingénieurs conseils, qui en réalité ne porte pas strictement sur la Constitution de 1958, mais sur les dispositions qui sont antérieures, mais que je ne détaillerai pas, et qui permettent de poser l'hypothèse d'un pouvoir réglementaire exercé sans l'intervention préalable du législateur. Et le Conseil d'État, dans cet arrêt, considère que ce n'est pas le caractère d'exécution de la loi qui compte, mais la nature de l'autorité qui adopte l'acte. On se retrouve en quelque sorte à nouveau avec une approche organique, purement organique de la question de l'acte administratif, un petit peu comme on l'avait vu, et je vous laisse réfléchir à ce que je vais dire en quelques secondes. Vous avez évidemment identifié le chemin de fer de l'Est de 1907, vous avez eu raison. Peu importe qu'il y ait une habilitation législative ou pas, ce qui compte pour déterminer la compétence de contrôle du juge administratif, c'est l'existence d'une autorité administrative qui adopte un acte administratif. C'est dit sous une autre forme, une autre manière, mais c'est bien justifié, cette manière de renouveler l'exercice par le fait qu'il y ait des nouvelles dispositions constitutionnelles, donc l'article 37 de la Constitution. Donc le pouvoir réglementaire autonome ne fait pas échapper l'autorité réglementaire au contrôle du juge administratif. C'était important de le rappeler. Vous en seriez douté, autrement je vous l'aurais dit beaucoup plus tôt, mais c'est bien que vous connaissiez